C'est bon. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous. On va se mêler d'intérêt. Donc on va suivre le plan suivant. D'abord, on va parler de pourquoi c'est non physiologique finalement la ventilation mécanique, des rappels, les effets pulmonaires et diaphragmatiques, les effets hémodynamiques, comment on peut limiter ces effets. Un mot sur un point très important, l'humidification et le réchauffement. Et enfin, la gestion globale avec la gestion de la sédation, analgésie, ventilation. Alors, lorsqu'on regarde les éléments indispensables pour une hématose satisfaisante, on a certes le poumon, auquel on pense en premier, l'échangeur gazeux, mais on a aussi les voies aériennes, les muscles respiratoires, dont le diaphragme, et le cœur qui permet le transport de l'oxygène avec le débit cardiaque et l'hémoglobine. Et on ne peut pas s'arrêter au poumon lorsqu'on parle de physiologie de la ventilation mécanique. Lorsqu'on respire en ventilation spontanée habituellement, pour que tout se passe bien, il faut qu'on ait une FiO2 suffisante, un centre de commande qui soit fonctionnel, ventilatoire et nerveux, un soufflet thoracique qui fonctionne bien, une bonne conduction dans les voies aériennes supérieures et inférieures, et aussi des échanges gazeux satisfaisants. Et là, ce sont les classiques rapports ventilation-perfusion et la diffusion au niveau de l'alvéole, la diffusion alvéolo-capillaire. En cas de défaillance respiratoire, lorsqu'on s'apprête à intuber le patient et le passer sous ventilation mécanique invasive, on va passer d'une ventilation en pression négative à une ventilation non physiologique en pression positive. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de physiologie de la ventilation mécanique. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi quand on veut suppléer la fonction respiratoire, pourquoi on ne ventile pas en pression négative? Donc c'est ce qui se faisait il y a quelques années. Et puis c'est vrai que c'est des dispositifs assez encombrants, et donc lorsqu'on a inventé les respirateurs, rapidement la ventilation en pression positive s'est généralisée. Donc là, vous avez une courbe de respiration en ventilation spontanée. Vous voyez l'inspiration, puis l'expiration. Et lorsqu'on passe en ventilation contrôlée, que ce soit en pression sur le graphique du haut ou en volume sur le graphique du bas, vous voyez que la pression, au lieu de varier autour de 0, ça devient une pression positive en permanence. Tout ça, ça va entraîner des lésions associées à la ventilation, puisqu'on va ventiler le poumon de façon non physiologique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le biotrauma, donc avec un relargage de cytokines inflammatoires qui va être étroitement corrélé avec l'atélectrauma. Donc, l'atélectrauma qui va être dû à la formation d'atélectasie, ce qui peut être dû à une PEP insuffisante ou un volume courant insuffisant, et qui est médié par le dérecrutement. Et après, on a aussi la surdistension qui va être délétère. Donc là, ça va plutôt être causé par des volumes courants élevés ou des pressions élevées. Et là, on parle de barotrauma et de volutraumatisme qui, là aussi, va participer au biotrauma avec le relargage de cytokines inflammatoires. Donc, on va essayer de trouver la bonne mesure entre dérecrutement et surdistension pour diminuer au maximum tous les traumatismes associés à la ventilation. Alors, il y a une étude assez ancienne, maintenant les années 2000, publiée dans le New England sur le SDRA, où il était montré pour une des premières fois que quand on recevait des volumes courants plus bas par rapport à des volumes courants traditionnels, qui étaient beaucoup plus élevés, à 10-12 ml/kg, on avait beaucoup moins de décès. Et donc, c'était un critère de jugement principal dur qui ressortait. Donc, une des premières façons de réduire et d'améliorer, de diminuer les lésions induites par la ventilation mécanique, c'était de diminuer le volume courant, d'autant plus qu'on a un poumon déjà lésé. On parle aussi du diaphragme, mais non, ça a été étudié par Samir Jaber et son équipe plusieurs fois. On a aussi Mathieu Capdevila, que vous verrez ensuite. Le diaphragme va aussi être atteint par la ventilation mécanique. Alors, quels sont les facteurs qui vont être associés à cette atteinte de la fonction diaphragmatique? On a la gravité de la pathologie respiratoire qui peut être représentée par le rapport PaO2 sur FiO2 et aussi la durée de la sédation par rapport à la durée de la ventilation mécanique. Plus le patient va être sédaté longtemps, plus la fonction diaphragmatique va être altérée. Ce qui est compliqué, c'est que tous les patients ne vont pas présenter une dysfonction diaphragmatique.
On voit qu'il y en a qui la présentent déjà avant l'initiation de la ventilation mécanique, et donc la dysfonction va persister. On a d'autres qui n'en avaient pas, et là, il va y avoir une dysfonction qui va être acquise. D'autres, au contraire, bizarrement, la dysfonction va s'améliorer, et certaines ne présenteront pas de dysfonction du début à la fin de la ventilation mécanique. Il n'y a pas que des effets pulmonaires, on a aussi des effets cardiovasculaires qui sont peut-être au moins aussi importants que les effets pulmonaires de la ventilation mécanique. Et la première étude qui a étudié ça, c'était dans le New England en 1979 par l'équipe de Michael Pinsky, les effets de la pression intrathoracique justement sur la performance du ventricule gauche. Et cet article a été remis à jour cette année dans l'anesthésiologie. Et donc, le schéma assez ancien qui montre ça, c'est la relation entre le retour veineux, la fonction ventriculaire et la pression intrathoracique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'au point A, là, on a la base, le patient qui est en apnée. Il va inspirer de façon spontanée. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la pression intrathoracique va diminuer, donc diminue également la pression atriale, et donc on a une meilleure fonction ventriculaire gauche. Par contre, si vous mettez le patient en pression positive, donc c'est le contraire de l'inspiration en ventilation spontanée, où on va plutôt tendre vers une pression négative, ben là c'est l'effet inverse qui va survenir, et donc on va avoir une diminution du retour veineux, et donc au final une diminution de l'éjection ventriculaire gauche. Donc c'est tous les problèmes de passer un patient sous ventilation positive. Dans cette revue intéressante qui était parue dans le BJA Éducation il y a quelques années, il rappelait les buts de la ventilation mécanique. Donc c'est essentiellement l'oxygénation et la ventilation, tout en minimisant le volotrauma, le biotrauma, le barotrauma, la télectrauma. Et donc on a tous les effets indésirables et les effets cardiovasculaires. Alors il n'y a pas que des effets indésirables cardiovasculaires. Donc si on détaille un petit peu ce schéma, augmentation de la pression intrathoracique, donc ça c'est le départ, pression positive, diminution du retour veineux, ce qui va entraîner une diminution de la précharge du ventricule droit, et également une augmentation des résistances pulmonaires, ce qui va entraîner une augmentation de la charge ventriculaire, et donc au final une diminution de l'éjection ventriculaire droite, et donc une diminution de l'éjection du ventricule gauche et donc du débit cardiaque. D'où les défaillances hémodynamiques quand on passe en ventilation en pression positive. Et le seul effet positif, c'est la diminution de la post-charge du ventricule gauche, par contre, forcément, puisqu'on diminue l'écart de pression, et donc une diminution du travail ventriculaire, ce qui explique qu'en cas d'OAP, par exemple, on va avoir un effet très bénéfique de la VNI, et d'autant plus si le patient est intubé en pression positive, également en faisant cette fonction d'assistance quasiment cardiaque. Alors, quel traitement en cas de défaillance hémodynamique sous ventilation mécanique invasive ? On ne va pas le détailler là, puisque c'est une présentation sur la physiologie, mais sachez qu'il y a des algorithmes qui existent et que, par exemple, on peut regarder, surtout si le patient est en sinusale entre 8 et 10 ml de volume courant, on peut regarder les variations du delta P, et si on a des variations, probablement que le patient a une hypovolémie relative, et s'il n'a pas d'hypovolémie, là, mettre en place des vasopresseurs. Alors, comment mieux régler le respirateur, maintenant qu'on a vu cette physiologie, pour être un peu moins délétère de faire cette ventilation non physiologique ? Alors d'abord, favoriser le travail respiratoire du patient. Donc ici en haut, vous avez les différents modes ventilatoires. On en reparlera tout à l'heure avec le professeur Futier. Et on voit que là, on a une assistance du respirateur qui augmente. Et là, on a le travail du patient de ce côté qui augmente. Le travail le plus élevé étant avec l'oxygénothérapie à haut débit et le plus bas étant la ventilation invasive en mode totalement contrôlé. Et donc, il faut favoriser à tout moment le travail respiratoire du patient et donc essayer de plus tendre vers des modes spontanés en ventilation invasive ou des modes sans intubation du patient. Il faut aussi bien connaître l'équation du mouvement du système respiratoire, donc qui résume un peu cette balance entre travail du patient et assistance du respirateur. Donc l'équation, c'est celle-ci, ne vous inquiétez pas, j'ai mis la légende en dessous. Donc ici, on a la pression dans le système ventilatoire, la pression des voies aériennes.
la pression mécanique, qui est la pression générée par le ventilateur, et la pression musculaire, qui est la pression générée par les muscles respiratoires. Et donc, cette pression dans le système ventilatoire, c'est la somme des deux, des pressions générées par les muscles respiratoires du patient et les pressions générées par le ventilateur. Et donc, si on simplifie, c'est le volume fois l'élastance, qui est donc l'inverse de la compliance, plus la résistance fois le débit, plus P0. P0 étant le niveau de pression mesuré lorsque le débit et le volume sont nuls. Et donc, on le retrouve, vous voyez sur la courbe là, cette P0, c'est la pression de fin d'expiration. Donc, à peu près équivalente à la PEP. Lorsqu'on est en ventilation contrôlée pure, l'équation se simplifie, puisqu'on a ce côté pression musculaire qui disparaît, surtout si le patient est totalement curarisé. Et donc la pression mécanique devient égale à la pression du système ventilatoire. Et l'équation du mouvement s'écrit juste ainsi de façon assez simple. Donc en permanence, on a ces deux pressions, la pression résistive et la pression élastique ou pression motrice. Donc, vous voyez dans ce chapitre de livre de la manuel de ventilation qu'on avait co-dirigé avec Thomas Godet, donc ça c'est un chapitre écrit par l'équipe de Clermont-Ferrand, on a la pression résistive donc, que vous voyez entre la pression de crête et la pression de plateau, et la pression élastique entre la pression de plateau et la PEP. Ça va nous permettre de calculer la compliance. Donc, vous voyez qu'on est en mode volume contrôlé, c'est le mode le plus simple pour évaluer la compliance, qui est tout simplement le volume courant divisé par la pression de plateau moins la PEP. Plus la compliance est bonne, meilleure est la distension du poumon. Et lorsqu'on regarde la fameuse courbe pression-volume, qui finalement n'est pas si compliquée que ça, Mathieu Capdevila, qui a relu ce topo, me l'a fait rajouter. Il m'a dit c'est impossible de faire un topo là-dessus sans courbe pression-volume. Mais il a raison. C'est assez simple, c'est que pour un patient donné à un moment donné, on a un certain volume courant, que vous voyez là, qui va correspondre à une certaine pression alvéolaire. C'est pour ça qu'on n'a jamais trop réussi à montrer différence entre les modes ventilatoires, puisque qu'on soit en volume contrôlé ou en pression contrôlée, l'important c'est d'avoir un certain volume qui va correspondre à une certaine pression, qu'on aille d'un côté ou de l'autre. Et donc la compliance, c'est tout simplement la variation de volume sur la variation de pression. Plus la compliance est élevée, plus le parenchyme du patient est facile à ventiler. Dans les modes en volume contrôlé, on a déjà parlé, l'avantage c'est que lorsqu'on arrive ici à la pression de plateau, on a la pression résistive qui est à 0 et donc on va pouvoir évaluer vraiment la pression dans les voies aériennes et la pression de voie aérienne donc, qui est évaluée idéalement par la pression de plateau. Dans les modes en volume contrôlé, on peut voir dans la pression résistive et la pression élastique. Et attention, la pression de pic, finalement, ce n'est pas très important. C'est juste une alarme, peut-être que le tube est coudé ou alors que le patient présente un bronchospasme. Et la pression de plateau, par contre, doit être monitorée de façon très stricte, qu'on soit en mode volume ou en mode pression. Et dans ce cas, en mode pression, c'est la pression réglée, la pression de plateau. Et elle doit rester idéalement inférieure à 30 cm d'eau, même si ça varie selon la pathologie et le patient. Alors, ce qui est très à la mode maintenant, c'est finalement le reflet de la compliance, c'est rien d'extraordinaire, c'est la pression motrice. La pression motrice, c'est la pression de plateau moins la PEP, donc ça revient au volume courant sur la compliance. Plus cette pression motrice est faible, meilleure est la compliance à nouveau. Donc ça a l'avantage de pouvoir être évalué assez simplement au lit du patient, justement, pour évaluer le barotraumatisme. Et on a quelque chose qui est à la mode, qui a été mis en place par Gattinoni en 2016, c'est la puissance mécanique. Donc là encore, on reprend l'équation du mouvement, on fait des calculs mathématiques et on arrive à une puissance mécanique du système respiratoire qui correspond à la fréquence respiratoire, dans le nombre de fois où on va insuffler une ventilation en pression positive, fois l'énergie de chaque ventilation, l'énergie du cycle. Et donc on arrive à cette formule. On retrouve la fréquence respiratoire, on retrouve le volume courant et on retrouve toujours pareil la PEP, la pression motrice, la pression de pic et la pression de plateau. Donc finalement, c'est une synthèse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, pression résistive et pression motrice, auquel on ajoute la fréquence respiratoire, puisqu'on peut penser que pour les lésions pulmonaires, ventiler à 28, c'est pas pareil que ventiler à 12
Forcément, si vous insufflez 28 fois, ça va être plus nocif que si vous insufflez 12 fois. Alors un exemple pratique sur les variations de la puissance mécanique selon la variation des réglages ventilatoires. Ici, je ne sais pas si vous voyez en bleu là, donc en ordonnée, on a les pourcentages d'augmentation. Donc ici, on a le volume. Si on augmente de 20% le volume, on va augmenter de 37% la puissance mécanique. Si on augmente, vous voyez en jaune ici, et merci à Samir Jaber pour ce schéma très pédagogique, si on augmente de 20% la fréquence respiratoire, on augmente ici de 27% la puissance mécanique. Et si on augmente de 20% la pression expiratoire positive, c'est ici en vert, là, la puissance mécanique augmente de seulement 6%. Donc l'avantage, c'est qu'on synthétise tout ce qui peut gêner, léser le poumon en une variable, et c'est de plus en plus utilisé dans les études. Il faut faire aussi attention à la FiO2 qu'on va régler, l'oxygénation. Là aussi, on a une littérature assez large sur les effets délétères de l'oxygène. C'est un schéma qu'on avait fait pour montrer que finalement, nous, on se situe dans nos réglages ventilatoires habituels et dans la plupart des études randomisées qui ont été faites ici. Donc on n'est pas du tout dans la courbe en U de trop peu d'oxygène ou trop d'oxygène. On est finalement dans des effets tout à fait standards de l'oxygène, sans effet évidemment nocif ou pas nocif. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas viser 100% de saturation au lit du patient, mais plutôt viser entre, selon les patients, 92 et 96% de saturation, et bien monitorer sa PaO2, sa SpO2 et sa SaO2, en donnant le moins d'oxygène possible, sans que le patient souffre non plus d'hypoxémie et surtout d'hypoxie. Alors, comment aller plus loin ? Là, on a parlé des patients en général. On peut penser qu'un poumon, c'est plusieurs aires pulmonaires différentes et qu'il va donc falloir individualiser la ventilation. Donc, un des moyens simples, on fait beaucoup de scanners de nos jours, donc c'est de regarder au scanner la typologie des lésions. Et ça avait été testé par l'équipe de Jean-Michel Constantin et publié dans le Lancet Respiratory Medicine en 2019. C'était de voir est-ce qu'on peut personnaliser justement la ventilation selon la morphologie pulmonaire. Donc il y avait un groupe où c'était de la morphologie plutôt focale, vous voyez ces lésions focales au niveau du poumon, où là on allait faire moins de manœuvres de recrutement et plus de mise en décubitus ventral. Et on avait un groupe non focal, où là c'était des lésions bien diffuses, où là on allait plus faire de manœuvres de recrutement et moins de mise en décubitus ventral. Et après on avait un groupe contrôle. Les résultats de cette étude, alors lorsqu'on prenait tous les patients inclus, il n'y avait pas de différence entre les groupes individualisés ou pas sur la probabilité de survie. Mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas lire les scanners. Donc, quand on reclassait les scanners bien lus, c'est-à-dire le focal bien classé, le focal mal classé, le non focal bien classé, le non focal mal classé, qu'est-ce qu'on voyait ? C'est quand on avait fait la bonne thérapeutique au bon patient avec un scanner relu par des experts, on avait une amélioration très importante de la survie. Donc ça peut être une piste intéressante de regarder les scanners des patients. Une autre façon de faire mieux, et qui est aussi très physiologique, c'est de regarder la pression œsophagienne. On a Mathieu Capdevila qui est un grand spécialiste. Et dans la pression œsophagienne, l'avantage, c'est que ça va permettre d'approximer la pression pleurale. Et grâce à cette pression pleurale, vous voyez, au lieu d'avoir juste la pression alvéolaire, on va avoir la vraie pression qu'il y a sur le poumon en se dédouanant de la pression thoracique. Et donc, on peut faire pression alvéolaire moins pression pleurale, donc qui est approximée par la pression œsophagienne, et on arrive à la vraie pression transpulmonaire, ce qui permet de vraiment voir les vraies lésions induites par le ventilateur et donc de mieux régler potentiellement notre ventilateur. Là encore, il faut être expert pour arriver à bien le faire, c'est pas toujours facile. Et ici, on a une revue récemment dans Critical Care, donc c'était en 2024, qui montrait tout l'intérêt de cette pression œsophagienne. Donc ici, vous voyez par exemple ce patient-là, il a une pression de plateau à 27 et une pression œsophagienne à 6. Et ce même patient, il a 27 de pression plateau, mais par contre une pression œsophagienne à 15. Et donc, je vous laisse voir, est-ce que c'est à droite ou à gauche le meilleur des cas pour le poumon ?
Voilà, effectivement. Euh, donc, on me fait signe vers là, donc vers ma droite à moi et vers votre gauche. Donc, effectivement, là, on a une pression pleurale qui est beaucoup plus élevée, dont la vraie pression qu'il y a sur le poumon, elle est beaucoup plus faible à droite qu'à gauche, où là, on a potentiellement beaucoup plus de lésions pulmonaires. Donc, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas toujours facile à faire. Ce qui est pourtant beaucoup plus simple et qui est essentiel, c'est le réchauffement et l'humidification. Donc, avoir un filtre échangeur de chaleur et d'humidité ou une cocotte. Pourquoi ? Si on repart sur la physiologie, on a un rôle des voies aériennes supérieures qui est très important pour réchauffer, humidifier et filtrer l'air. Et si on a un air qui arrive et qui n'est pas réchauffé et humidifié, on a tous les cils là, au niveau des bronches qui ne vont pas bien fonctionner. Et donc, c'est important, lorsqu'on perd cette fonction des voies aériennes supérieures, d'amener directement de l'air réchauffé et humidifié au niveau pulmonaire. Un dernier point, et peut-être le plus important, c'est la sédation. Donc, il y a beaucoup d'études depuis 20 ans maintenant qui ont prouvé, donc là c'était assez impressionnant, à 1 an, une vie sauvée sur 7 lorsqu'on mettait en place un protocole de sédation et de sevrage combiné. Et le professeur Schank de l'équipe de Montpellier, avec le professeur Jabert, avait fait une étude où on interrompait immédiatement la sédation après la chirurgie des patients versus on laissait le patient endormi après chirurgie lourde. Et on voyait que lorsqu'on extubait le patient le plus vite possible en interrompant le plus vite la sédation, on améliorait le pronostic du patient et notamment la probabilité de retour à domicile. Donc, il y a eu une revue récente dans Intensive Care Medicine justement sur la sédation et l'analgésie. Et donc, on a repris les habituels ABCDEF que vous connaissez probablement sur la prise en charge de la douleur, sur le fait de faire des épreuves de ventilation spontanée, de mobiliser rapidement le patient, de mettre aussi la famille au premier plan. Et le R, qui est hyper important, c'est le contrôle du respiratory drive, finalement de la commande respiratoire. Et pour ça, ce qu'il faut faire en premier, c'est plutôt d'adapter le ventilateur au patient plutôt que d'adapter le patient au ventilateur en le sursédatant. Alors, ce n'est pas toujours simple à faire, mais en tout cas, c'est l'idée qui peut être directrice pour sevrer le plus vite possible la ventilation mécanique et donc diminuer tous les impacts négatifs de la ventilation mécanique. Donc, pour conclure, l'arrêt de la sédation et de la ventilation au plus vite, vu qu'il n'y a pas de physiologie de la ventilation mécanique, c'est quasiment toujours mauvais. Mais que par contre, si on ne la fait pas au bon moment, si on ne supporte pas assez le patient, ou au contraire, si on l'assiste trop, là, on peut avoir des effets indésirables. Et c'est toute la beauté finalement du métier d'anesthésiste réanimateur. Je vous remercie et un grand merci à toute l'équipe de Montpellier.